La relève de la famille Labbé reprend officiellement les rênes du camping Le Genévrier et nous sommes allés à leur rencontre pour discuter des dossiers en cours en ce début de période estivale. Nouveau propriétaire du camping, nouvelle acquisition, la vente s'est terminée récemment. Oui, c'est ça. Dans les dernières semaines, là, on a réussi à conclure le tout après quelques années de préparation. L'an dernier, à pareille date, c'était supposé se faire. Donc, on a dû mettre ça sur la glace un petit peu avec les inondations, qui ont complexifié beaucoup la transaction aussi. Mais on est bien fiers là, d'avoir réussi à conclure ça, puis de pouvoir reprendre cette entreprise familiale qu'on a ici. Copropriétaire avec votre cousine. Oui, avec ma cousine Émilie. Malgré les événements dévastateurs vécus par l'entreprise au cours de la dernière année, Louis Labbé entrevoit un été prometteur pour 2024. On se sent prêt, puis on est vraiment content que les gens répondent à l'appel aussi. On a déjà beaucoup de réservations pour l'été, les grosses périodes comme la Saint-Jean-Baptiste, la Fête du Canada, le week-end du festif, les vacances de la construction. Il y a plusieurs dates qu'on est déjà complets aussi. Donc on est vraiment content de ça. Le site qui accueille les campeurs a fait l'objet de divers aménagements durant les derniers mois. Puis avec les travaux qu'on a faits dans la dernière année, là, ça nous a permis de remettre un pont sur la rivière, donner accès au terrain de l'autre côté. On a quelques terrains supplémentaires. Là, on a doublé à peu près le nombre de terrains qu'on avait versus l'année passée. Cette année, on va être entre 200 et 220 terrains à peu près, versus 400 avant les inondations. Mais on est quand même content d'en avoir beaucoup plus que l'année passée. D'autres travaux sont également prévus pour sécuriser le site touristique. Il y a présentement des études qui sont en cours là, pour ce qui va être des travaux finaux puis des recommandations là, plus à long terme pour ce qui est de la protection de la rivière. Les seuls travaux qui ont été faits jusqu'à date, c'est des travaux d'urgence l'an dernier, donc de protection d'urgence temporaire. Donc en attendant les résultats de ces études-là, après ça, bien, le reste va pouvoir s'effectuer. Vous avez parlé de travaux temporaires, vous avez réalisé une digue. Notamment, est-ce que c'est un dossier qui est toujours en cours avec le ministère de l'Environnement? Oui, on a fait quelques ouvrages, là, question de sécuriser le terrain là, avec les nombreux coups d'eau l'an dernier. On a eu quatre épisodes de pluie très importantes. Donc, il a fallu sécuriser certains secteurs là, du terrain, ce qui nous a permis justement que nos clients soient en sécurité et qu'il n'y ait pas de dommages supplémentaires là, avec la rivière. L'établissement proposera de nouveau cette année une offre réduite en ce qui a trait à la location de chalets. Avant l'inondation, on avait 35 chalets. Donc, il y a les 16 qui étaient sur le bord de la rivière là, qui ne sont pas en opération en ce moment. Ça, c'est un dossier qu'on va continuer d'analyser dans les prochains mois aussi. On n'est pas encore certain de quel alignement qu'on va prendre. Il y a différentes options qui sont analysées, mais il nous reste quand même les 19 chalets en haut, les chalets à Boiron, puis les chalets 2 étages pour 8 personnes. Malgré la reprise du camping par les nouveaux propriétaires, le Genévrier conservera sa vision orientée vers la famille. Moi, ça va être ma quatrième été là, ici là, comme directeur général. Donc, au day-to-day, pour notre équipe, pour notre clientèle, il n'y a pas grand-chose qui change. Ouais. Mais c'est sûr que pour les prochaines années, la liste de projets est nombreuse. Par exemple? Les inondations, c'est sûr que ça a été un coup très dur. Puis ça nous a fait réfléchir aussi notre modèle. Mais en même temps, ça nous a apporté des opportunités qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est sûr qu'on est avancé déjà sur certains dossiers, okay. Mais principalement au niveau des infrastructures pour la clientèle, des jeux, vraiment axés plus vers la famille, rehausser notre calendrier d'activités aussi. Donc, des beaux projets qui s'en viennent. Donc, de l'espoir au camping là, pour l'été à venir. Oui, beaucoup d'espoir. De belles prévisions d'achalandage aussi. Oui, puis on est dans un état d'esprit beaucoup meilleur qu'à pareille date l'an passé, là, où on s'affairait à nettoyer puis à rendre le site opérationnel pour l'été. Bien là, on est plus en mesure de gérer nos chantiers puis d'avoir le contrôle là, sur le terrain. On a le sentiment qu'on a plus le contrôle là, cette année que l'an passé. Rappelons que l'entreprise durement touchée lors des inondations attend toujours le soutien financier promis à l'époque par le gouvernement.
L'Ordre du mérite de la ville de Baie-Saint-Paul a été remis cette année à 4 lauréats. Vous êtes toutes et tous des citoyens et citoyennes d'envergure qui ont contribué au fil des ans à faire de Baie-Saint-Paul ce que Baie-Saint-Paul est devenu aujourd'hui. Il y en a même qui ont fait des implications sur la scène nationale. Ça a dépassé les frontières de notre municipalité. Madame Yolande Tremblay a été reconnue pour son implication dans le sport amateur. Donc, Madame Tremblay, vous avez consacré plus de 40 ans au patin depuis vos débuts, en 1974. C'est quand même une très grande carrière dans ce domaine. Présidente également de la compétition de patinage artistique à Baie-Saint-Paul. Vous avez été présidente du club également dans le passé. Vous jouez un rôle par ailleurs auprès de Patinage Canada à titre d'officiel. Votre passion pour le patinage artistique ne se limite pas à vos fonctions officielles. Votre travail acharné, votre capacité à inspirer les autres ont grandement contribué à l'essor du patinage artistique dans la région et au-delà. Votre contribution exceptionnelle au sport et à notre collectivité est un bel exemple de l'impact positif qu'une personne peut avoir grâce à sa passion et son engagement. Pour ces raisons, Mme Tremblay, je vous décerne aujourd'hui l'Ordre du mérite de la ville de Baie-Saint-Paul. Monsieur Hugues Lacombe a été récompensé pour sa contribution à la culture scientifique. À votre retraite, votre passion pour l'astronomie amateur occupe toute la place. Vous avez d'ailleurs été membre du comité sur la protection du ciel étoilé de la ville de Baie-Saint-Paul. Monsieur Lacombe, vous êtes particulièrement reconnu pour votre rôle dans la fondation du Club d'astronomie de Charlevoix en 2018. Pour toutes ces raisons, je vous décerne aujourd'hui, Monsieur Lacombe, l'Ordre du mérite de la ville de Baie-Saint-Paul. La docteure Chantal Simard a reçu l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul pour ses engagements dans le monde hospitalier. Docteur Simard, vous êtes une figure emblématique de l'histoire médicale de Baie-Saint-Paul et de la région de Charlevoix. En plus d'être la première femme médecin à vous établir dans la région de Charlevoix, vous avez fondé la clinique médicale de Baie-Saint-Paul avec un collègue. Membre de la coop de santé du groupe de médecine familiale de Baie-Saint-Paul depuis plusieurs années, vous vous êtes installé avec d'autres collègues au groupe de médecine familiale où vous avez pratiqué jusqu'à tout récemment. Tout au long de votre carrière, vous avez suivi médicalement une clientèle impressionnante de près de 2000 personnes. C'est tout de même pas rien. Votre dévotion pour vos patients, composée principalement de femmes et d'enfants, reflète votre engagement profond envers le bien-être de notre collectivité. Pour toutes ces raisons, je vous décerne aujourd'hui l'Ordre du mérite de la ville de Baie-Saint-Paul. Jacinthe B. Simard, ancienne mairesse de la ville, a été décorée de l'Ordre pour sa carrière au service du public. Madame Simard, vous avez été et vous êtes encore une personnalité marquante dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies. Vous avez été honorée pour votre engagement sans faille dans le service public et le développement local. Vous avez laissé votre empreinte en tant que mairesse de Baie-Saint-Paul de 1986 à 1999. Vous avez été reconnue pour votre approche innovante, notamment à travers la revitalisation du centre-ville grâce au programme Rue principale dans les années 90 qui a stimulé l'économie locale et enrichi la vie communautaire. Vos réalisations et façons de faire continuent d'inspirer les leaders actuels, moi inclus, et prouvant même que le leadership éclairé peut conduire à l'avenir prospère d'une municipalité. Pour toutes ces raisons, je vous décerne aujourd'hui, Mme Simard, l'Ordre du mérite de la ville de Baie-Saint-Paul. Les lauréats étaient tous très heureux de recevoir cette distinction. Vraiment, je suis vraiment excité. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand même là, d'être honoré comme ça. On ne se sent pas vraiment à la hauteur, mais quand ça arrive, on est très content. Aujourd'hui, je me sens privilégiée d'avoir reçu l'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul. Une grande fierté pour vous? Oui, une très grande fierté. J'étais émue. Ça a été Au cœur, là, j'étais vraiment très, très contente de recevoir ça. Je dois vous dire que je me sens vraiment privilégiée
d'avoir été choisie pour recevoir ce mérite. Au moment où j'ai eu l'appel, je me suis sentie vraiment impressionnée parce que j'avais même la voix coupée. Et je dois vous dire que là, de le recevoir, le prix, ce soir, eh bien, je suis vraiment très heureuse, puis je suis contente de voir que les gens apprécient le travail qui a été réalisé sur 17 ans. Cette remise arrive également à un moment particulier pour la Dr Simard. Ça arrive à un moment où est-ce qu'elle vient à peine de prendre sa retraite. Alors, c'est sûr qu'en même temps aussi, c'est comme une espèce de baume sur quelque chose qui n'est pas si facile à vivre non plus que de la retraite, le retrait de la vie professionnelle. Pour un médecin, comme Chantal, entre autres, c'est pas très facile. Donc, c'est comment... Boucler une boucle? Ça aide. Ça aide. Je ne dirais pas que ça boucle la boucle, mais ça peut aider. Mais ça a été très, très bien reçu, évidemment, avec beaucoup de plaisir. On assiste à l'ouverture de la Placette des Jardins, le nouvel espace extérieur du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Merci Sophia, Saïd, Mia Gartin, qui doivent être dans le fond là-bas. Merci. Située à 2 pas du musée, cette ruelle festive accueillera plusieurs activités. Et puis là, cette placette-là a une vocation bien particulière. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Elle a une grande vocation, en fait, parce que pour le musée, c'est un lieu qui nous permet de recevoir plus de gens aussi. Parce que, tu sais, nous, dans nos activités de médiation, souvent, on les fait dans le hall, mais on a plus ou moins d'espace. Fait qu'on va pouvoir recevoir des camps pendant l'été, des plus grands groupes. Donc, c'est vraiment un lieu pour nous, pour faire de la médiation. On va avoir des activités de création. Des gens, on va pouvoir venir apprendre à faire du papier, par exemple, à faire de la linogravure, à faire plein de choses. Ici, dans la première section. Exactement, dans la première section, qui est un peu la section médiation. Ce lieu de rassemblement comporte également un volet gastronomique. Après ça, dans la deuxième section, mais là, on a le bar Content. Donc, le bar Content, c'est vraiment le nouveau bébé des Faux-Bergers qui ont décidé de s'installer avec nous. Puis du mercredi au samedi, ils vont être là tout l'été à partir de midi pour... il y a des bouchées, il va y avoir un peu de la focaccia, des trucs, des cocktails, des mocktails. Fait que, tu sais, vraiment pour venir s'installer, prendre un verre, manger une bouchée. Puis après ça, on a un espace au fond qui est un espace projection qui va être utilisé. On va faire des tests, en fait. On ne sait pas encore comment ça va fonctionner exactement, mais on va essayer de présenter des films là, à différents moments dans l'été. La Placette accueillera des artistes de passage dans la région. Puis bien, c'est un lieu aussi pour nos activités du symposium. On va pouvoir les faire à l'extérieur. Oui. Tu sais, des 5 à 7, tout ça avec les artistes, des discussions et tout, des conférences. Bien, on va pouvoir faire ça à l'extérieur. Fait que tu sais, c'est vraiment autant pour sortir le musée de ses murs, pour lier les deux pavillons aussi, parce qu'au final, des fois, les gens ne comprennent pas que le musée puis l'école en arrière, c'est la même entité, mettons. Oui, c'est relié. Fait que ça relie ça, puis c'est ça, ça fait que le musée existe en plein milieu Il y du a une centre-ville. réappropriation du lieu, là, quelque part. Oui, complètement. L'initiative ici est née d'une envie de se rassembler puis de créer un espace commun, collaboratif, où tout le monde peut venir trinquer autour d'un verre, autant les familles que les jeunes, pour des fois des activités de DJ set qui rassemblent beaucoup les plus fêtards d'entre nous, mais aussi l'occasion de se rassembler de tous les âges pour converser. Donc les couleurs, l'aspect créatif, artistique, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous parle à nous. Puis avec la créativité, même dans les menus, dans les cocktails, on se connaît tous un petit peu dans la région, donc on est tous un peu soudés dans les projets les uns des autres. Fait qu'on est souvent présents pour s'encourager l'un l'autre puis célébrer la vie ensemble. Fait qu'on est bien contents de faire ça aujourd'hui avec du beau monde. Le projet tire ses origines du parcours académique de Gabrielle Bouchard. Dans le fond, il y a peut-être 10 ans, je ne sais trop, j'ai fait ma maîtrise, puis mon projet de maîtrise était sur l'avenir du musée, le développement du musée puis de l'école. Je l'ai fait juste avant que le musée acquiert l'école en arrière. Puis à ce moment-là, on s'était dit que
ce serait vraiment intéressant de sortir le musée de ses murs, en fait, d'avoir un espace extérieur, d'avoir ce lieu-là. Fait que ça fait 10 ans que je pense à ça. Puis, tu sais, je pense que les musées, ils doivent faire partie de la communauté, ils doivent faire partie d'un écosystème. Puis les gens, ça doit venir naturellement de passer ici, de pendant que je suis ici, je vais aller voir une exposition, je vais ressortir, je vais aller prendre un verre. Fait que, tu sais, que ça devienne un lieu qui fait partie de l'imaginaire des gens, de la vie des gens, plutôt que de dire et moi, je vais aller au musée. Tu sais, que ce soit pas juste par dépit qu'on y va, mais par désir. L'équipe de direction du musée souhaite faire évoluer cet espace au cours des prochaines années. Et on comprend que c'est peut-être prévu que ça revienne d'autres années. Là. Ah oui, c'est souhaité même. Puis le but, c'est que ça évolue, même avec les faux bergers, le bar comptant, mais c'est de réfléchir le concept aussi, puis de le pousser plus loin. Même pour nous, mais le mobilier va évoluer avec les années. Puis le but, c'est même à un certain moment de faire de la déminéralisation, d'avoir un espace pour mettre plus d'arbres et tout. Fait que, tu sais, ici, c'est un îlot de chaleur. Là, on a, en face, on a un stationnement. Ici, on est un stationnement. C'est le plus gros îlot de chaleur dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul. Dans le centre-ville piéton, mettons. Fait que nous, c'est vraiment cette idée-là d'amener une meilleure gestion éco-énergétique, mettons. Là. Fait que si on peut rentrer, on va avoir des bacs de récupération d'eau de pluie. Fait que, tu sais, il y a plein d'éléments comme ça en développement durable qu'on va vouloir développer avec le temps. De nombreux jeunes adultes étaient présents à cette inauguration. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien donc les gens ici à Baie-Saint-Paul. Je suis intéressé par l'art, donc j'ai déjà visité le musée. Donc c'est un nouveau concept, c'est un nouveau espace pour nous, pour chill, pour rencontrer les autres. Donc je suis un nouveau arrivant et vraiment je suis impressionné par rapport à l'ambiance ici à Baie-Saint-Paul. L'art se découvre tous les jours, en toutes circonstances. Puis le fait de le sortir dehors dans un endroit où on peut communier puis trinquer, ça permet de ramener l'art dans la vie des gens. Et puis c'est de là qu'est née l'initiative. Puis on en voit un bel exemple aujourd'hui où les gens qui sont présents se sont mis leurs plus belles tenues. Puis c'est artistique aussi dans une démarche de s'habiller de façon colorée, de se présenter. Fait que je pense que tout le monde a mis son plus bel attirail pour célébrer ensemble. Comment vous trouvez ce projet-là? Bien, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, on cherche des endroits qui sont un peu différents, qui sont hors du commun. Puis en plus, ça nous amène à un endroit comme le Symposium, qui est un peu un lieu de culture. La placette des Jardins sera accessible jusqu'à la mi-octobre. Le mardi 11 juin dernier avait lieu le lancement de l'exposition Naufrage au Musée maritime de Charlevoix. On veut vous parler donc de cette nouvelle exposition Immersive Naufrage, qui, à mon sens, est la plus touchante et la plus intrigante des expositions qui ont été créées ici au musée. Et on sait que le musée date maintenant de plus de 46 ans, donc je pense que c'est un grand jour pour nous. Naufrage s'inscrit dans une tendance mondiale d'exposition maritime. Les musées maritimes, il y en a partout dans le monde. Ça m'a fait plaisir à chaque fois que je voyage, je vais les visiter. Et au fil des ans, j'ai vu l'extraordinaire musée de Venise, le Museo Storico de la Vallée. J'ai vu aussi celui grandiose de Barcelone, l'incontournable Musée maritime international de Hambourg sur 9 étages. Et ce qui frappe à chaque fois, c'est l'accumulation stupéfiante d'artefacts sur 300, 400, 500 ans. Avec pour résultat des salles richement décorées, des navires grandeur nature, des maquettes, des collections spectaculaires, des tableaux, des uniformes de marine, mais aussi une autre tendance plus technologique, celle des expositions thématiques portant sur des volets spécifiques de leur histoire. Il y a en effet une tradition bien ancrée qui consiste pour les grands musées ou des grandes sociétés comme la National Geographic à parrainer des expéditions, des missions scientifiques, des fouilles archéologiques pour repousser les limites de l'extraordinaire et de l'inconnu, pour en savoir davantage sur la nature, l'aventure humaine. En quelque sorte, l'exposition sur les naufrages s'inspire de cette tradition. Avec ses partenaires fidèles et courageux, et généreux, je dirais, à l'échelle plus petite, bien sûr, mais avec beaucoup d'ambition,
Le musée a entrepris de parrainer une exposition portant sur les catastrophes et les tragédies maritimes qui demeurent dans les mémoires jusqu'à nos jours. Avec des moyens technologiques modestes mais très puissants, les artisans de ce tableau historique ont réussi un tour de force. L'idée de départ de ce projet immersif est inspirée de faits vécus par un homme de la région. Étant natif de Saint-Joseph-de-la-Rive, forcément, j'étais beaucoup plus sensible aux accidents maritimes qui sont survenus particulièrement dans les années 60. On n'a qu'à penser au Lickley-Fall, au Tritonica, donc c'est des naufrages qui sont survenus dans la région, puis qui veut pas interpeller un petit bonhomme curieux qui se retrouvait plus souvent qu'autrement sur les quais. Avec le temps, j'ai voulu devenir comme mon père marin et à un moment donné, j'ai bifurqué pour devenir marin, mais pour la garde côtière canadienne. Et c'est lors d'un des premiers voyages que j'ai effectué sur un brise-glace dans l'Arctique que je me suis retrouvé par un hasard malheureux vis-à-vis un bateau qu'on connaissait très bien, l'Aigle de l'Océan, qui est en train de sombrer. Sur le brise-glace, nous étions 3 de Saint-Joseph-de-la-Rive, 3 personnes originaires. Donc, on connaissait les gens qui étaient à bord de l'Aigle d'Océan. Et cette histoire, ce drame, a fait en sorte que j'ai tellement été intéressé à poursuivre dans cette direction que j'en ai fait une carrière. Donc, je suis devenu spécialiste de sauvetage pour le Centre de sauvetage de la garde côtière à Québec, ce qui faisait en sorte qu'on couvrait tout le fleuve Saint-Laurent. Et forcément, l'idée d'éventuellement ramener à la surface certains de ces naufrages dramatiques a germé dans ma tête. La trame narrative de l'exposition en émouvra plusieurs. Vous savez, un musée, c'est fait pour raconter l'histoire. Le musée de Charlevoix est très visible avec ses expositions, ses navires, ses bâtiments. Mais on vous invite, avec cette exposition sur les naufrages, à un côté beaucoup plus intime. Et on a pu extirper certaines images, certains textes. Je parle d'images, je veux saluer entre autres Didier Lehenaf, qui a réussi à récolter certaines images. Vous remarquerez que les naufrages ont rarement des images. Grâce à lui, on a pu répéter, on a pu se remémorer c'est quoi un naufrage et ce que les survivants doivent vivre. Quand on parle de naufrage, il ne faut jamais oublier qu'il y a des vies humaines derrière. Il y a des histoires de cargaison qu'on perd. Il y a des gens que, quand ils perdaient leur bateau, ils perdaient leur gagne-pain, ils perdaient leur maison. Tu sais, il y a des drames humains derrière tout ça. Puis, on n'en a pas fait une exposition simplement avec des faits, puis des données, puis tout ça. On voulait lui donner une âme, un peu comme un lieu de recueillement. C'est pour ça que c'est immersif, mais c'est aussi contemplatif et très touchant là, au niveau des choix, du rythme. En amont du lancement se cache un travail de recherche colossal. Conseiller scientifique, un de ses mandats, c'est de faire de la recherche. Donc, beaucoup de recherche au départ. Une chargée de projet, Lily Marcotte, qui était très impliquée et qui amenait le côté plus émotion dans l'idée à exploiter. C'est elle qui mettait les freins lorsque j'avais trop de naufrages à vouloir souligner. Mais il reste qu'à partir de ce moment-là, la recherche nous a permis de trouver plus d'informations qui dépassaient le clip d'un journal oublié. Là, on avait des images. L'Aigle d'Océan avait été documenté visuellement par un membre de l'équipage qui avait une caméra puis qui nous a permis de conserver ces souvenirs-là bien vivants. Ah oui. Oui, ça a été une recherche, beaucoup d'informations avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et forcément les familles concernées qu'on contactait. Certains étaient hésitants à brasser des mauvais souvenirs, mais il y en a qui ont acquiescé. Bien, sans compter l'année du développement, où il faut qu'on fasse la recherche de financement, qu'on écrive les concepts et tout ça, moi, j'ai calculé environ 400 heures de travail pour ma part, puis je pense que
On a beaucoup travaillé. Ouais, depuis janvier. C'est un projet qui nous tenait à cœur, puis on voulait pas lésigner sur le temps qu'on allait passer dessus. La plupart des acteurs de ces naufrages sont disparus. Donc, on doit se fier sur leur famille. On doit se fier sur les archives qui sont conservées à Archives nationales du Québec, BANQ. Donc, ça permet justement de récupérer de l'information. Puis, les familles commencent à parler, premièrement, avec une certaine retenue. On ne veut pas trop exhiber des faits malheureux. Une rencontre a été cruciale dans la conception de ce projet. Ça nous a permis de rencontrer justement des gens, des familles, des membres de familles de marins disparus. Entre autres, la famille Desjardins, qui était... leur père était timonier sur la barge Lee Clifford, qui a coulé en 1964. Dans les Grands Lacs? C'était un bateau qui faisait les Grands Lacs, qui faisait Sept-Îles et qui allait sur les Grands Lacs avec des cargaisons de minerais de fer en provenance de Sept-Îles. Le bateau a été heurté en face de Saint-Joseph-la-Rive et a sombré pratiquement au Cap aux Oies. Il y a eu malheureusement 3 victimes, 2 qui n'ont jamais été retrouvées, dont M. Desjardins. Et c'est en parlant avec les enfants et avec l'épouse de M. Desjardins qu'on a réalisé qu'il y avait un drame supplémentaire pour les familles dont les marins n'étaient pas retrouvés, dont les corps n'étaient pas retrouvés. Parce que comme elle disait, votre père, votre grand-père, il y a une pierre tombale qui dit la sépulture où les restes de mon père ou de mon mari sont. Mais nous, on n'a aucune pierre. On n'a aucun souvenir tangible et concret indiquant que notre mari ou notre père est ici. Donc, c'est un drame supplémentaire. Et c'est là qu'on a dit qu'il faut trouver d'autres moyens pour garder le souvenir, ne pas oublier. Parce que forcément, les générations roulent. Avec une nouvelle génération, on perd des brides de l'histoire. Et ça, cette exposition-là permet ça, là, de ne pas oublier. L'exposition visait à conserver dans l'esprit, dans la mémoire, ces accidents souvent oubliés, souvent résumés en quelques lignes dans un journal de l'époque. Oui. Donc, au moins avec le musée, on donne le rôle au musée de parler, de raconter cette histoire-là. L'exposition Naufrage comporte un volet temporel assez unique au Québec. Vous êtes allé chercher aussi quelque chose d'assez intéressant et unique au Québec. Alors, la dernière goélette qui a été fabriquée ici au Québec, ça s'est fait en 1959 à Petite-Rivière-Saint-François. Oui. Pouvez-vous m'en dire un peu plus de qu'est-ce que vous êtes allé chercher là? Bien, le Jean Richard, comme vous venez de le dire, était la dernière goélette construite dans Charlevoix. C'est un bateau typique, donc un peu qui ressemble beaucoup au Jean Yvan présentement au musée de Charlevoix. Le Jean Richard a terminé ses jours dans la rivière des Outaouais. Après avoir cessé sa carrière commerciale, des gens l'ont acheté pour en faire un bateau de croisière, après ça un restaurant flottant, un chalet flottant, et finalement il a été abandonné parce que c'était beaucoup d'entretien. Le bateau a sombré vers 1985 et la garde côtière a reçu comme mandat de récupérer les épaves préoccupantes qui peuvent polluer ou qui peuvent être dangereuses. Donc, elle a annoncé en 2023 le fait qu'elle détruirait ou qu'elle retirerait l'épave du Jean Richard. Et cette épave-là, elle était particulière parce que c'était le dernier bateau de Charlevoix, mais surtout, elle était très bien documentée grâce aux images de Pierre Perrault, qui en a fait le film L'Agent Richard, donc, et qui est toujours disponible d'ailleurs sur Internet. Donc, en sachant que la garde côtière voulait la faire disparaître, le musée a pris contact et la garde côtière a collaboré dans les faits qu'on a pu retirer certains éléments, prélever des parties du navire qui ont une certaine valeur muséale, pour faire en sorte qu'on a le début et la fin de cette goélette qui est un symbole pour la navigation au cabotage dans Charlevoix. Donc là, vous avez documenté avec un film, des images vidéo, le retrait de cette goélette-là et vous avez présenté une partie de ces restes-là au milieu de l'exposition. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autorisations à obtenir avant de plonger, mais on a pu obtenir des images, donc c'était ça qui était important, retirer certains éléments et identifier avec la garde côtière des éléments qu'on souhaite conserver lorsque va venir l'opération récupération. Naufrage sera présenté pour une période minimale de 4 ans au Musée maritime de Charlevoix. Il faut prévoir un peu moins d'1 heure pour en faire la visite.
Une nouvelle exposition ayant pour thème l'estuaire moyen du fleuve à l'océan est présentée au pavillon du Saint-Laurent. C'est avec l'organisme GAIP qu'on s'est associé pour travailler à la réalisation de ce projet-là qui était composé, dans le fond, de ça, une exposition permanente, donc pour pouvoir interpréter l'estuaire moyen du fleuve à l'océan. Et aussi là, une autre partie pour pouvoir en faire un pôle de service un pôle de service et de plein air, où justement on peut arriver autant citoyen que touriste, où on peut arriver et profiter, disons, de ce bel espace-là qui est le boisé du quai. Donc il y a des équipements qui sont disponibles aussi, là. L'organisme GAIP a été mandaté pour réaliser le projet. On vous invite dans cette belle exposition, donc l'estuaire moyen du fleuve à l'océan, parce qu'évidemment en arrière de nous, c'est l'estuaire moyen, puis c'est une zone de transition. Quand je dis ça comme ça, c'est peut-être pas très invitant, très sexy, excusez-moi l'expression, mais c'est une zone de transition, c'est une zone de rencontre, c'est une zone de contact entre deux environnements différents. C'est souvent ces endroits-là où il y a une dynamique, une biodiversité, une certaine synergie, une certaine grandeur qui se retrouve. Puis c'est un peu ça qu'on a sur le territoire. L'estuaire moyen, c'est une transition entre la partie fluviale et la partie maritime du fleuve. Dans le secteur ici, on a le gouffre qui a aussi une transition entre un affluent puis son fleuve. On a la plage puis l'estran qui est une transition, un point de rencontre entre la partie terrestre et la partie marine. Un beau marais salant aussi en eau saumâtre où là c'est la rencontre entre l'eau salée et l'eau douce. L'exposition se divise en deux grands volets. Concept qui commence évidemment au niveau du stationnement, si je prends la partie de l'exposition, qui vous invite à venir voir l'exposition. On a des premiers panneaux sur la passerelle. On en a exactement 3 panneaux qui vous invitent à venir voir l'exposition, qui positionnent le fleuve Saint-Laurent parmi les grands fleuves du monde, évidemment, avec ses grandes caractéristiques, qui vous explique aussi les marées, parce qu'on a un fleuve, mais ça interagit un petit peu, ça agit un peu comme un océan. Et puis après ça, évidemment, vous rentrez dans cette exposition qu'on aime être simple, à l'échelle humaine, efficace. Chez GAIP, c'est comme ça qu'on travaille. On aime ça, le contact avec les gens, c'est ça qui est important. Donc le concept d'exposition est un peu monté comme ça, accessible aux plus jeunes comme aux plus grands. Vous ferez le tour peut-être ce matin. Il y a une activité, il y a une petite table pour un jeu pour les enfants. On a un jeu qui doit être caché quelque part ici pour les un peu plus vieux. Et l'idée, c'est de venir découvrir seul, en famille, avec des amis, cet estuaire moyen comme les invités avant moi l'ont présenté. On a un concept d'exposition, d'interprétation qui se prête à la découverte du territoire, pas enfermé dans ces 4 murs. Puis on espère aussi aller un peu plus loin. Je ne suis pas arrivé en fatback ce matin, ils sont juste là pour la décoration, mais ils vont nous servir évidemment parce qu'on espère dans un autre niveau de développement du projet à partir de cet été puis aussi à partir de l'automne prochain, faire de ce pavillon une sorte de pôle nature et plein air. Là encore, à l'échelle humaine. Une mission éducative est également poursuivie à travers ce projet. Comme toute chose auquel on est sensible, on nous l'a expliqué, on la comprend, on en connaît les enjeux, puis on y fait attention. C'est un peu le principe de la vulgarisation et de la sensibilisation. Dans l'exposition, on va expliquer les grands principes d'un bassin versant. On va expliquer la dynamique de l'eau assez rapidement pour que tout le monde le comprenne, pour qu'on sache après ça, qu'on soit résident ou touriste, qu'on ne soit pas biologiste, peu importe, qu'on dit « OK, c'est ça l'environnement, c'est ça les enjeux qui sont autour, c'est ça sa fragilité, je la comprends. Quand je vais être dehors, je vais la voir, je vais la comprendre, je vais y faire plus attention. » C'est ça le principe de sensibiliser, c'est de faire comprendre. On dit toujours comprendre pour aimer et pour mieux protéger. Une dimension supplémentaire viendra bonifier l'exposition sur l'estuaire. Expérience audio qui va arriver d'ici l'année prochaine avec comment voir, surtout entendre le fleuve 4 saisons. Monsieur Dion parlait tantôt des touristes étrangers qui venaient ici. Mais moi, ça s'entend que je n'ai pas l'accent charlevoisien. Mais je sais ce que c'est de la glace qui craque en hiver, mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça. Donc peut-être qu'au mois de juillet, ça va être difficile d'entendre la glace qui craque, mais d'avoir cette ambiance-là. Puis là, on a un espace qui s'y prête parfaitement pour avoir un paysage sonore. J'ai appris cette expression-là cette année. Et ça s'en vient. On ne l'a pas encore cette année, mais on est en train de planifier la vidéo puis la prise de son pour avoir vraiment cette expérience-là. Un citoyen nous fait part des raisons de sa présence à cette inauguration. Bien, moi, le fleuve et moi, je suis en amour, en harmonie avec le fleuve. C'est un terrain de jeu par excellence. Puis ça touche tous les âges.
J'ai des petits-enfants que j'amène régulièrement. Il y a beaucoup d'activités sur le site. C'est très varié. Puis on manque pas d'air, l'air est très bon. Il y a beaucoup d'activités sur le fleuve. Ça touche autant la faune, la flore. Ça fait que c'est un milieu qu'il faut protéger absolument. Puis tout en la respectant. Ça fait qu'il y a de l'éducation à faire, il y a de la promotion à faire. Ça fait qu'on a du pain sur la planche, comme on dirait. L'exposition sera présentée pour une période minimale de 4 ans au pavillon du Saint-Laurent de Baie-Saint-Paul. La papeterie Saint-Gilles de Saint-Joseph-de-la-Rive organisait récemment sa soirée de financement annuelle qui visait la pérennisation de ses activités. Oui, écoutez, c'est un événement annuel qu'on commence finalement cette année. C'est vraiment une activité de financement pour ramasser des fonds afin que la papeterie puisse vraiment fonctionner à l'année. Donc, ça va être une partie qui va être utilisée pour, comme je disais, pour le fonctionnement. Nous, on a un objectif d'atteindre un certain montant dans l'année. On aimerait atteindre 300 000 $ pour vraiment nous aider à fonctionner à l'année, donc payer les employés à l'année, pouvoir fabriquer du papier à l'année, parce qu'en ce moment, on fabrique du papier seulement pendant la période touristique, ce qui est environ de mai à octobre. Et donc là, si on a d'autres contrats, puis qu'on n'a pas de papetier pendant le reste de l'année, bien, ça devient un peu compliqué. Donc, en ayant plus d'argent, en ayant une cagnotte, si je peux dire, on s'assure vraiment de pouvoir pérenniser là, la fabrication du papier à l'année et la vente aussi là, de notre papier. La centaine de participants à la soirée fut d'abord conviée à une lecture théâtrale de la pièce « La renarde et le mal peigné ». Donc aujourd'hui, il y avait un spectacle avec Pierre Curzi et Marie Tifo, donc, qui durait environ 1 heure à la petite église de Saint-Joseph-de-la-Rive. Qui a eu cette idée-là de penser à Marie Tifo et à Pierre Curzi et de les inviter? Je vous dirais, c'est notre CA. On a un conseil d'administration à la papeterie Saint-Gilles très fort, très soudé avec tous les employés de la papeterie. Puis un des membres, le vice-président Camille Bouchard, est bien ami avec Pierre Curzi et Marie Tifo. D'ailleurs, Marie Tifo fait partie des gouverneurs, donc elle connaît très bien notre papier et l'organisme. Puis ça a été vraiment un oui très rapide. L'événement se poursuivit au sein de la papeterie où un cocktail dînatoire attendait les invités. Les personnes présentes pouvaient également participer à une autre activité de financement. Puis ensuite, il y avait 2 encans, donc un encan silencieux où les gens vont choisir de miser sur certaines œuvres. Et ensuite, un encan à la criée où les gens vont pouvoir choisir là, les œuvres avec le montant qu'ils veulent. Est-ce que vous estimez un peu les fonds que vous pourrez recueillir ce soir? C'est sûr qu'on aimerait atteindre 50 000 $. Puis en fait, on est très heureux des gens qui sont là aujourd'hui. Là, on a vendu les billets. Au complet? On a vendu tous les billets, donc on est très contents. Alors, est-ce qu'on va atteindre le 50 000 $? On va l'annoncer plus tard ce soir dans la soirée. Oui. Depuis quelques années, la papeterie vit quelques changements par rapport à son modèle d'affaires. Pendant la pandémie, on a eu comme un boom. La dernière année, il y a eu un peu moins d'achalandage qu'on pensait. Par contre, les ventes en ligne ont presque doublé. Donc, ce qui est un bon signe où on est capable d'aller chercher une clientèle plus large qui vit ailleurs et qui achète en ligne. Donc, cet été, on vise évidemment beaucoup de visites, des visites guidées. On vise des gens qui vont acheter nos produits. On a des très beaux produits. On a des nouveautés avec la couleur de l'année bleu fleuve, qui est notre papier bleu. On a des coffrets qui viennent tout juste de sortir, des coffrets papier à lettres. Donc, on essaie vraiment d'être inventif pour que les gens aient envie d'utiliser notre papier, qui est un papier d'exception, qui est un papier de qualité. De fidéliser la clientèle. Oui, exactement. Qui reviennent et qui a envie d'écrire, parce que souvent, les gens nous disent « c'est tellement beau, je peux pas écrire », mais on essaie vraiment, avec nos outils qu'on vend à côté, on essaie vraiment d'encourager les gens à fidéliser, oui, puis à écrire sur notre beau papier. Quelques témoignages de participants à l'événement ont aussi été recueillis. Ce soir, pourquoi vous avez décidé de venir participer à cette activité de financement-là? Je vais vous dire, bien franchement, pour plein de raisons, parce que c'était toutes bonnes et meilleures les unes que les autres. D'abord, quand j'ai vu que c'était Marie Tifo puis Pierre Curzi, tout de suite,
je me suis dit, je les adore. Tout de suite, je me suis dit, hey, on va, tu sais, puis je connais la chapelle, je me suis dit, c'est petit, on va être près d'eux, ça va être merveilleux. C'est des gens qu'on a suivis, là, ils sont évidemment plus âgés que moi, mais c'est des gens que j'ai suivis toute ma vie. La papeterie Saint-Gilles, quand même, il ne faut pas l'oublier parce que c'est la raison principale pour laquelle on est ici. Alors, je suis venue d'innombrables fois, j'y ai amené mes enfants. Bref, j'étais contente d'y retourner cette saison. Puis bon, je sais qu'ils l'ont rénové. Puis vraiment, j'adore le papier. J'ai acheté plein de choses au fil des ans ici. Alors, j'ai plein d'objets qui viennent d'ici en papier. Alors, ça aussi, évidemment, c'était une bonne raison. Puis écoutez, j'habite dans la région maintenant. Je suis aux Éboulements-Centre. Et puis, honnêtement, quand il y a une activité artistique, bien, comme je suis musicienne moi-même, ben, ça me fait plaisir. Ça vient vous chercher. Ça vient me chercher. Puis ben, c'est une façon aussi de rencontrer nos concitoyens. Là, j'ai vu que les députés étaient là. Puis bon, je me suis dit, bon, ben, je vais connaître les gens de la région. Pourquoi vous avez décidé de venir ici ce soir et que c'était important pour vous de venir soutenir la papeterie Saint-Gilles? Ben, moi, j'ai le grand bonheur d'être le directeur artistique du domaine Forget. Puis, le domaine Forget, depuis l'été dernier, on a une série à la petite église de Saint-Joseph-de-la-Rive. On est en lien avec toute la communauté des riverains et des riveraines qui ont acheté l'église. C'est une série de concerts là, donc on s'implique dans la vie culturelle de l'église ici, du village. Moi, je suis venu en vacances enfant ici. Puis donc, j'ai reçu une invitation. Puis moi, ce qui me frappe dans la région de Charlevoix, je suis un nouvel arrivant dans la région parce que je suis normalement à Montréal. Bien, c'est le sens de communauté. Donc, il y avait vraiment, pour moi, un geste de solidarité en étant présent avec ma collègue qui est la directrice artistique associée. C'était important pour nous d'être là pour les deux, pour la cause, mais aussi pour soutenir ces initiatives communautaires. Puis ceux qui sont pas là, ils ont tort. Parce que c'était extraordinaire. C'était une belle présentation. C'était très, très beau. Voilà. Merci. Rappelons que la papeterie Saint-Gilles abrite le plus ancien économusée du Québec. Maison Mère a récemment dévoilé sa programmation estivale pour les dimanches musicaux à Baie-Saint-Paul. Ça me fait plaisir de lancer cette deuxième édition des dimanches musicaux. Cette année, le comité organisateur a répondu à un défi thématique lancé par les Petites franciscaines de Marie. C'est le 8e centenaire du Cantique des créatures, le jardin de François. Oui, bien, cette année, notre programmation, elle est sous le thème, ou plutôt avec une toile de fond, qui est le 800e anniversaire du Cantique des créatures de Saint François d'Assise, qui est, on pourrait appeler, l'une des premières œuvres écologistes modernes. Et donc, on a mis toute notre programmation selon cette thématique. On essaie de célébrer les valeurs qui sont véhiculées dans le Cantique des créatures et on essaie de trouver une belle brochette d'artistes et de musiciens qui puissent correspondre à cette thématique. On a des artistes qui font du chant médiéval, on en a qui un quatuor de musique renaissance, du piano classique et on a aussi du jazz, des choses plus contemporaines, donc c'est extrêmement varié. L'équipe derrière cette programmation nous dévoile ses coups de cœur. Coup de cœur, tu dis, sont tous un coup de cœur, hein, parce qu'on est allé chercher de la jeune relève, des jeunes artistes montants. Mais moi, j'avais un rêve. J'ai découvert il y a plusieurs années Sainte-Hildegarde de Biggen, qui est une moniale exceptionnelle, qu'on ne connaît très peu parce que c'est une femme. Et par contre, elle a écrit des œuvres exceptionnelles. Et je découvre un groupe de musique qui s'appelle Scholastica et qui viennent de monter un spectacle sur la musique de Sainte-Hildegarde. Je me suis dit, il faut absolument qu'ils viennent à Baie-Saint-Paul. Donc, on a réussi à les convaincre. Moi, j'irais complètement de l'autre côté de la programmation avec l'ensemble Cordam qui va fermer notre programmation, qui est un ensemble de musique renaissance et qui va nous proposer de la musique à la fois traditionnelle et innovante. Mais il faut dire que moi aussi, chacun des groupes et des artistes qu'on a invités m'enthousiasme beaucoup, notamment les artistes locaux à qui on a offert une vitrine cette année qu'on a très hâte de pouvoir voir. Les concerts de Maison Mère attirent de plus en plus de spectateurs. Ça a été quoi la réception l'année dernière et à quoi vous vous attendez cette année de la part du public? Alors, ceux qui sont venus l'année dernière, bien, comme je suis de la région, que je rencontre beaucoup de gens et que je croise énormément de gens, les gens ont beaucoup apprécié.
C'est pour ça que cette année, on a décidé de mettre le prix à 15 $ pour l'admission générale, parce qu'on voulait vraiment permettre au plus grand nombre de venir à un spectacle de musique de qualité, parce que souvent les billets sont beaucoup plus chers ailleurs. Donc nous, on voulait avoir une offre là, qui fait en sorte que les gens disent « Ah, on est capable d'y aller ». Puis, tu sais, c'est gratuit pour les enfants en bas de 12 ans, donc les familles peuvent venir en famille, ils peuvent venir profiter. Une fois que le brunch est terminé, pas le brunch, les dimanches musicaux, ils peuvent aller au marché public. Donc, tu sais, c'est en même temps de venir se réapproprier Maison Mère, puis de l'habiter de l'intérieur et de l'extérieur. Comme dans la programmation, on a quand même encore 2 possibilités de spectacle à l'extérieur, au Jardin de François. C'est particulier, ces spectacles-là, au Jardin, mais c'est plus complexe. Puis, il y avait plusieurs artistes qui ne souhaitaient pas jouer dehors non plus. C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans le style de musique qu'ils vont présenter. Donc, c'est pour ça que mettre en valeur la Chapelle, c'était quand même une belle opportunité avec les 120 ans que fête la Chapelle cette année. Et puis le temps prenait son temps. La programmation mettra en vedette des artistes d'ici et d'ailleurs. C'est le groupe Scholastica, un ensemble vocal spécialisé en chants médiévaux qui ouvrira les festivités. Marc-Étienne Leclerc présentera un spectacle de guitare agrémenté de notions issues de la pratique de la méditation. La musique de chambre sera mise à l'honneur lors d'une prestation de Léa l'Italien et de Matteo Pelletier. Le groupe Saxonata présentera un spectacle de trompette et saxophone. Le trio LVN proposera un voyage musical jazz inspiré de grands classiques. Le duo Les Dames de Cœur donnera une performance alliant le piano et le chant. Ces chanteuses nous feront découvrir un univers où se mélangent l'opéra, la chanson française, la comédie musicale et la musique de film. Jules Alcimani-Goulet sera de retour cette année avec un spectacle de musique classique au cœur du Jardin de François. Corps d'Âme clôturera la programmation avec une prestation multi-instrumentale dans la chapelle de Maison Mère. Le comité organisateur entrevoit déjà une suite pour les dimanches musicaux. Nous, on espère que ça va être un projet qui va rester pour très longtemps et il faut dire aussi qu'on invite les gens à découvrir chacun des artistes qu'on a invités. Et d'ailleurs, à cet effet, on a quelque chose qu'on leur propose cette année, c'est qu'on leur donne un rabais sur l'ensemble des 8 billets. Donc, c'est 100 $ au lieu de 120 $ parce que nous, on conçoit notre programmation comme une série, comme un lot, comme un voyage à travers 8 spectacles. Et donc, on invite les gens à les découvrir tous et chacun.